très heureux de vous retrouver à l'occasion de ce live sur la MB Race 2021 qu'on va vous faire vivre pendant 4 heures ensemble. On sera ensemble pour la course, on sera ensemble également pour le protocole, puisque je vous rappelle que bien sûr à l'issue de cette MB Race, nous saurons qui est le champion de France VTT marathon cette année 2021. Pour les filles, on sait déjà, on va vous le dévoiler dans quelques minutes maintenant, puisqu'on rappelle que dans la course féminine, eh bien, les jeunes femmes concouraient sur 70 km, elles en ont terminé il y a quelques heures maintenant. On aura l'occasion de revenir sur ce point dans quelques minutes, mais avant cela, bonjour à Alexis qui me rejoint. Bonjour Alexis. Salut Eric. Alexis Chenevier, bien sûr. Alexis, pilote au palmarès international étendu, spécialiste de ce type d'épreuve, Alexis, avec de multiples participations à la version courte, j'allais dire de la MB Race, 70 km. Pourtant, c'est loin d'être court quand même, Alexis. Ouais, c'est Sextuple vainqueur de la Transv, ça pose un homme, ça pose un client. Ouais, je sais pas. Je t'assure. Mais je sais pas. Ouais, ça te pose une légitimité tout à fait claire pour être avec nous et justement parler de cette MBRS. Cette MBRS, quelque chose d'un peu particulier cette année, parce qu'elle est le lieu des championnats de France marathon de VTT. Alors, vous découvrez peut-être ce qu'est le VTT marathon. Vous nous rejoignez sur Sport en France pour découvrir ce qu'est le VTT marathon. Sachez qu'il y a plusieurs disciplines en VTT. Vous connaissez tous très certainement le VTT version cross-country olympique. On est là sur des formats courts. Vous connaissez tous la descente, la DH pour les plus jeunes, les plus engagés. Vous connaissez l'enduro, bien sûr, également. Vous connaissez le trial. Vous connaissez nombre de ces disciplines. Eh bien, le VTT marathon, c'est tout simplement le VTT sur des longues distances. Et aujourd'hui, on s'oriente, Alexis, de plus en plus vers les très, très longues distances qui nous semblaient il y a quelques années impossibles à faire. C'est clair. C'est la tendance de toujours aller plus loin, de repousser les limites, toujours plus de dénivelé, toujours plus de distance. Et voilà, on est aujourd'hui sur la MB Race, 7200 mètres de dénivelé, un peu plus de 140 km. Voilà, les chiffres sont dits et ça fait peur. Ça fait peur et on vous rappelle que bien sûr c'est aussi le théâtre de la MB Race ultime, version ultime de la MB Race. Ils sont partis pour plus de 200 km, 230 km pour certains qui sont partis hier. C'est très certainement la tendance, l'évolution du VTT. Le championnat de France ne dérogera pas à la règle, Alexis, puisqu'on est passé là aussi sur une version longue de cette version marathon. C'est la première fois qu'on ira aussi loin sur 140 km. Ouais, je pense que là on est limite vis-à-vis des règlements pour un championnat de France. 140 km, d'habitude on est plus sur du 80 maximum 100. Voilà, clairement on dépasse un peu, mais c'est très bien, ça permet d'ouvrir un peu les perspectives et de voir qui c'est qui est capable d'aller remporter ce championnat. Effectivement, le matériel ayant évolué, le physique également, on a des spécialistes de plus en plus entraînés sur ce type de distance. Un petit retour sur ce qui s'est passé ce matin pour effectivement arriver aux alentours de 14h ou 15h. Il fallait partir très tôt ce matin, il était 6h du matin du côté de Megève, au centre de Megève, donc qui accueille bien sûr, on vous le rappelle, comme nombre de communes, cette MBRS. Il était 6h du matin ce matin au moment du départ. Le soleil n'était pas encore levé sur cette ligne de départ. Les concurrents qui sont arrivés de nuit, mise en grille aux alentours de 5h15 pour les concurrentes et les concurrents qui sont arrivés. Vous le voyez, le jour était en train de se lever. C'est un moment assez particulier, Alexis. Surtout avec la fin de cette période pluvieuse, là, on voyait un peu le ciel bleu, un peu l'éclaircie qui allait être, le soleil qui allait être de la partie pour aujourd'hui. Donc ouais, ça annonçait une belle journée. Voilà, et les concurrents sont élancés sous le soleil, voilà, avec le jour qui s'était levé. Donc un peloton très impressionnant et surtout, on le disait, malgré bien sûr le port des masques, on le rappelle, dans la zone jusqu'à une minute du départ, il y avait énormément de sourires dans cette boîte de départ, Alexis. Ah bah, ça fait plaisir après la période qu'on a connue. Qu'on a tous connu vis-à-vis des derniers problèmes sanitaires, on va dire ça comme ça. Tous les coureurs sont heureux de pouvoir se replacer sur une course, retrouver la ligne de départ et pouvoir se donner à fond. Donc ça c'est clair que tout le monde est heureux avec ça. Effectivement, et vous le découvrez sur ces images, et bien si à l'extérieur il fait beau, sur le terrain, au niveau du terrain, c'est gorgé d'eau parce que depuis quelques jours il a beaucoup plu. C'est un terrain très très gras pour les filles, notamment ce matin. On va les retrouver dans quelques minutes. C'est un chantier quand même, ce qu'on appelle un chantier, Alexis. Ouais, là c'est quand même des conditions pas idéales. Il y a tout qui souffre, le bonhomme et aussi le matériel. Donc il faut gérer tout ça. Et je pense qu'encore plus derrière, c'est-à-dire les premiers concurrents, ils vont rouler sur de la boue qui est quand même liquide, mais avec le temps, la boue va commencer à sécher et pour les concurrents qui sont un peu plus derrière, ça va vraiment être plus compliqué avec de la boue plus épaisse qui va plus coller et ouais, là,
c'est une autre dimension. Effectivement, c'était très bien que tu le précises, Alexis, parce qu'on l'a vu à l'image, hein, il y a du nettoyage bien sûr sur les nombreux points d'assistance. On rappelle, pour vous qui ne connaissez pas forcément les règles du VTT marathon, eh bien qu'il y a des zones techniques, Alexis, hein, et il est impossible d'être dépanné en dehors de ces zones techniques. Ça coûte ce matin très cher à Margot Moschetti par exemple. Hein. C'est ça. Il y a des commissaires qui sont placés à des points judicieux tout au long de la course et qui sont là pour vérifier justement qu'on n'ait pas de ravitaillement en dehors des zones techniques. Ça fait partie de la course. Et il faut en tenir compte quand on est pilote. Et voilà. Mais malheureusement, des fois, on va avoir un problème mécanique pas au bon endroit. Donc après, c'est comment on gère ça et perdre le moins de temps possible. On est en live actuellement avec la tête de course. On va faire un peu de teasing là pour maintenir le suspense parmi ceux qui sont en tête de cette course, et je vous propose un petit retour sur l'arrivée il y a quelques minutes des dames qui sont arrivées après 70 km d'effort. On le rappelle bien sûr, il y avait un maillot à la clé et elle a été la première à franchir cette ligne. Voilà, Léna Géraud, Léna déjà double détentrice de ce maillot. Alexis, elle a encore fait parler la poudre, mais on l'a retrouvée juste après le franchissement de la ligne d'arrivée pour quelques réponses. Vous l'avez vu, hein, c'était un chantier. On dit bien tapissé Léna, mais avec le sourire bien sûr, le sourire, la satisfaction d'avoir remporté cette épreuve. J'ai dit allez, pourquoi pas, ça fait une sortie longue au lieu de la faire toute seule. Un petit mot sur le fait, tu nous disais que vous en tant qu'internationaux, vous avez roulé tout au long de l'année, mais là on a vu de nombreux amateurs pour qui c'était la première course et le plaisir de se retrouver tous ensemble. Ouais, bah oui, nous c'est sûr que voilà, ça fait déjà un petit moment qu'on a repris une saison quasiment normale. Il y a eu un peu des événements décalés, annulés, reportés, mais sinon dans la globalité on a eu une saison quasiment normale. C'est sûr que voilà, par contre pour les amateurs, eux, je pense que voilà, depuis cet été, que ça a un peu, on va dire, réouvert au niveau sanitaire, ils retrouvent la compétition et ça fait... Ça fait plaisir, nous ça nous a fait plaisir l'an dernier dès qu'on nous a relâchés au mois d'août les internationaux, donc j'imagine leur plaisir à eux aussi de retrouver des épreuves de masse comme ça. Merci encore à toi et bravo à toi, félicitations à toi. Léna Géraud, le triplé pour Léna, Alexis. Alors c'est vrai que Léna, elle est aussi spécialiste du cross-country court, explosive, avec de l'expérience notamment en descente. On va y revenir dans quelques minutes avec les interviews d'après. C'est important, à la fois, il faut être complet pour gagner une MBRS sur un format 70 km, Alexis. Hein. Ah oui, non, mais c'est pas... Enfin, il faut être bon partout. Et voilà, après, on est sur une épreuve plutôt longue, donc il faut quand même avoir une bonne endurance. Mais voilà, un bon pilote de cross-country olympique, il sera très fort sur une épreuve marathon et sur la MBRS comme aujourd'hui. Effectivement, Léna, eh bien, qui nous disait qu'elle avait pu bénéficier de cette expérience internationale, notamment avec des descentes très techniques au niveau du circuit de Coupe du Monde. Elle en a bénéficié parce que justement, on a eu quelques mots avec Estelle qui a franchi la ligne juste après elle, quelques minutes après Léna. Estelle qui était partie très fort, hein, Estelle Morel sur les premiers kilomètres de course. Elle était en tête à l'occasion des premiers kilomètres de course. Et puis Léna, eh bien, en descente notamment du côté de la Giette, alors ça s'écrit la Gietta, mais quand on est du coin on dit la Giette, et bien dans cette descente de la Giette, Léna a fait la différence et Estelle Morel n'a pas pu s'accrocher au rythme de celle qui l'a emporté. Estelle Morel qu'on retrouve bien sûr sur cette ligne d'arrivée avec le sourire, mais tapissé tout autant que Léna Géraud avec eh bien cette deuxième place sur cette ligne d'arrivée. Avec Estelle maintenant sur cette ligne d'arrivée. Estelle, on le voit à ton état, hein, c'était un chantier aujourd'hui encore. Ah bah oui, c'est sûr, c'était très boueux. Heureusement qu'il y a eu le soleil encore pour faire du bien moral, on va dire. Mais ouais, ça a rendu la course un peu plus longue que prévu, je pense. La course s'est décantée sur le côté technique, hein, on le disait avec Léna. C'est vrai que sur cette MBRS, il faut physiquement être bien présente, mais il y a aussi des descentes très techniques. Oui, la première montée, on l'a fait ensemble avec Léna, j'étais bien physiquement. Et puis la première descente technique, beaucoup trop pour moi, donc je suis descendue à pied. Et elle était sur le vélo, donc elle a creusé l'écart à ce moment-là. Et après, je l'ai pas revu, mais j'ai fait ma course à mon rythme et je suis quand même contente d'avoir fait une belle course. Je suppose qu'il y a une vraie satisfaction parce qu'on le voit, l'écart est important derrière. Oui, je vois que j'ai creusé l'écart, donc ouais, c'est juste dommage cette première descente qui me fait perdre le contact. Et après, c'était dur de revenir, mais ouais, je suis quand même contente, ça va. On parlait du plaisir de se retrouver ensemble aussi sur une ligne de départ. Oui, c'est sûr, ça fait longtemps qu'on avait envie de faire des courses et puis là, ça fait plaisir d'être tous ensemble et de pouvoir partager ça ensemble. Ouais.
Merci. Un doublé français sur cette MBRS, Alexis, mais cette MBRS, bien sûr, elle est internationale, elle n'est pas qu'européenne d'ailleurs. Pour preuve, ce classement féminin, puisque derrière Lena Gero, Estelle Morel, eh bien Brodie Chapman, concurrente australienne, vient prendre une très brillante 3e place pour Brodie Chapman. Brodie Chapman qui nous confiait qu'elle n'avait pas eu le temps de regarder le paysage. C'est vrai que pourtant le paysage est magnifique ici, Alexis. Je ne comprends pas pourquoi on n'en profite pas plus. Quand on a la tête dans le guidon, c'est compliqué, Alexis. Ouais, non, c'est clairement ça. On est au balcon du Mont Blanc et ouais, non, on n'a pas le temps de regarder. On est tête dans le guidon et il faut regarder où on met les roues parce que si on lève un peu la tête un peu trop haut, on peut vite faire une erreur. Donc voilà, c'est tête dans le guidon et concentration maximum. En tout cas, heureuse de sa 3e place, Brodie Chapman, qu'on a retrouvée sur la ligne d'arrivée. Today, you knew about it? Oh, well, I knew there was 2 really strong girls in front of me, and yeah, I never saw them again after the first 10K, so I'm really happy with 3rd at my first MB race, yeah. You keep smiling, even if it's really a tough race. It's a super tough race. I think it might have been one of the toughest things I've ever done. I'm a road cyclist normally, so I really found the slippery conditions in the single track really challenging, but hopefully I'm better at it now after 70 Ks of doing it. You had some time to have a look around you? Oh, a little bit. Every now and then I try to look up to reduce the suffering, but mostly I think I was staring at my stem. But it's a beautiful area and I'm really happy to come back here. My teammate lives in Passy, so she told me to come and do the MB race, so here I am. And then I think it's really an enjoyment to be together again. Oh, absolutely. I'm just so grateful that we can have events, and I'm so grateful that France has been really productive with beating coronavirus. And yeah, we drove from Spain last night, so I'm very, very grateful to be here and I enjoyed it. If you want to have a look around, you will have to come back on the race. Absolutely. I think I'll be back for sure. Merci beaucoup. Et elle a terminé par des mots en français. Ça va être compliqué de tout vous traduire, bien sûr, si vous n'êtes pas anglophone. Sachez que eh bien, c'est plutôt une cycliste sur route. Moi, je dis plutôt chapeau, Alexis, pour une fille qui fait de la route, faire 3 de la MB Race, c'est quand même top. Hein. Non, c'est beau. Et ouais, comme on l'a dit déjà, la MB Race a quand même un gros niveau. Donc 3e, il faut l'accrocher le podium. Il faut l'accrocher le podium. Effectivement, elle n'a pas encore eu le temps de profiter du paysage, comme on le disait avec Alexis. Elle reviendra pour cela l'année prochaine. Et puis elle a dit qu'elle serait encore plus forte parce qu'elle avait justement cette expérience de la MBRS et de la descente. Il y a un beau talent chez Brodie Chapman. Si l'année prochaine elle s'inscrit, on suivra très très près sa performance. Et puis je vous rappelle pour Margot Moschetti, eh bien Margot Moschetti, c'était une casse de pédale 500 mètres après la zone d'assistance technique. Elle fait 20 km en courant à côté de son vélo, Margot Moschetti. Margot qui a respecté la course. Alexis, c'est important de respecter la course aussi. La terminer, même si on sait que tout est perdu. Courir à côté du vélo pour respecter l'organisateur et l'ensemble de l'organisation de l'épreuve. Non, c'est beau, en sachant que voilà, elle était venue pour le titre de championne de France. Je pense que sa déception a dû être grande. Donc oui, aller au bout et continuer comme ça, c'est beau. Oui, c'est beau. Alors, il y avait bien sûr cette version femmes sur le 70 km. Il y avait aussi la version pour les plus jeunes. Des plus jeunes, eh bien, qui eux aussi ont beaucoup donné sur cette version 70 avec un petit éclat dans le regard quand ils ont vu passer les concurrents de la version 140, Alexis. Et on a senti chez certains l'envie de se dire, quand je serai grand, j'irai là-bas, quoi. Ah bah c'est sûr, quand on voit son papa ou sa maman qui est sur la course, on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir les suivre et faire la même chose. Donc ça met des étoiles dans les yeux et c'est sûr qu'on en retrouvera dans quelques années sur le grand parcours. Eh bien, écoute Alexis, c'est très bien vu de ta part parce que c'est exactement le cas de Robin Chalamel puisque son papa l'a terminé 2 fois cette MB Race et Robin Chalamel nous confiait une fois la ligne d'arrivée franchie, lui qui était vainqueur du 70, que bien sûr un jour il rêvait de faire la version 140 km comme mon papa, mais on va le laisser déjà tout à sa joie, le sociétaire du pays de Gavot, l'emporter sur cette version 70 km. On retrouve bien sûr les plus jeunes devant, hein. C'est explosif, ça va vite, vous le voyez pour Robin, il a fallu récupérer pendant quelques minutes et ça c'est une belle image, Alexis. Ah ouais, non, clairement. Et Robin Chalamel, une fois cette ligne d'arrivée franchie à notre micro. Je savais pas trop dans quel niveau j'allais me situer. Premier, franchement, ouais, c'est magnifique. Je suis content, ouais. Je suis jeune et j'ai encore de quoi faire.
On le rappelle, cette MB Race, c'est avant tout la difficulté d'une telle épreuve. On le voit à ton état, si elle s'est déroulée dans des conditions de temps idéales pour rouler. Néanmoins, le terrain était très gras parce que ces derniers jours, il a beaucoup plu. C'était exigeant une nouvelle fois cette année. Ouais, c'était vraiment gras. Surtout la première descente sur la Giette, c'était vraiment un calvaire. Là, je pense que ceux qui vont faire la 140, je leur donne un bon courage parce que dans un état pas possible en bas au bout d'à peine une heure de course. Et c'est vrai qu'avec les ornières et tout que ça fait, ça facilite pas la course. Donc non, c'est vrai que c'est pas facile, ça arrange pas la situation. Comment on se situe sur une épreuve comme ça quand on a des concurrents qui partent sur une version 140 km? Comment on se situe par rapport à ses adversaires potentiels sur la version 70 km? Est-ce qu'on sait toujours qui est l'adversaire à marquer? Moi justement, j'avais pas trop le choix, j'avais dossard 355 donc deuxième sas. Donc j'avais plus de 300 personnes devant moi. Donc le but c'était de rattraper le plus vite possible. En arrivant à Cuchet, je les voyais, c'était 50 mètres devant moi le gros groupe, 50-100 mètres. Après c'est sûr que mentalement c'est compliqué de dire est-ce que tu es sur le podium ou pas de la 70, tu sais que tu es dans les 10 ou quoi, mais bon après c'est le plaisir de la course aussi, tu sais jamais ce qui va t'arriver et voilà, c'est sûr que c'est pas facile mais voilà, c'est... Robin, tu nous parlais avec envie du fait d'un jour, pourquoi pas aller dans la cour des grands sur la version 140 km. Il faut pour ça un petit peu plus d'expérience, un petit peu plus d'âge, Robin? Ouais, faut que je grandisse à côté et qu'il a fait 2 fois et faut prendre le temps, faut pas griller trop les étapes, c'est déjà assez long, enfin déjà des bons trucs, j'ai l'habitude de faire depuis tout petit, je suis un passionné de sport d'endurance donc c'est des efforts que j'adore, donc après à voir pour plus tard. Ouais. Bravo à toi, en tout cas, félicitations à toi. Robin Chalamel qui s'impose sur cette version 70 km. Alexis, on sent, oui, il faut pas griller les étapes, mais en même temps, il y a cette fougue de la jeunesse. Il a très envie d'aller plus loin, bien sûr. Ouais, mais il a une approche très lucide et ça promet pour la suite. Ouais, effectivement, on l'a trouvé très lucide, Robin Chalamel. Juste un petit mot pour compléter. Voilà, Jean-Baptiste Hack en 2, Xavier Bétrix en 3. Des images de la tête de course maintenant. On vous rappelle, Urs Hubert en tête de cette épreuve version 140 km. Alexis, on va refaire ce qui s'est passé tout à l'heure avant qu'on arrive à cette position d'Urs Hubert. On l'a vu, il y avait 2 courses dans la course, on l'a précisé tout à l'heure. Urs Hubert est passé de manière relativement facile sur la zone d'assistance technique version 70 et derrière on a vu qu'il y a un petit groupe qui s'est formé avec notamment les meilleurs Français qui commençaient à se marquer. Oui, le fait qu'il y ait 2 courses dans la course, quand je dis 2 courses, il y a la MB Race et le championnat de France, ça va changer un petit peu la stratégie pour certains pilotes, notamment pour les pilotes français qui vont viser le titre de champion de France, parce qu'un titre de champion de France c'est pas rien, et voilà, peut-être que ça va prendre le pas de gérer la course pour viser le titre plutôt que d'aller chercher une première place et de se griller. Donc voilà, c'est ce qu'on a vu, Urs un peu plus tranquille et un groupe derrière qui était plus à l'affût de ce titre. Alors Alexis, je vais te laisser nous expliquer un petit peu ces tactiques de course. On le disait, est-ce qu'on a intérêt à partir seul si on a les jambes? Est-ce qu'on a intérêt à rester dans un groupe? Est-ce qu'il y a un effet de groupe qui se fait sur une course comme la MB Race, ou est-ce qu'on a le risque justement de ne pas être dans son rythme? Ouais, c'est très compliqué d'anticiper ça. Au départ, on ne sait vraiment pas comment ça va se passer, tout va dépendre de notre forme du moment, mais c'est sûr que si on peut rester dans un groupe, ça permet de s'entraider, ça permet d'avoir les bonnes roues, donc c'est quelque chose qu'il faut. Après, voilà, ça se passe rarement comme on veut, souvent on se retrouve tout seul et du coup c'est tout de suite plus compliqué. Voilà, après, c'est des courses qui sont très longues, peut se passer beaucoup de choses. On a beau dire oui, ça va se passer comme ça, j'ai une très bonne jambe, on peut avoir un problème mécanique, on peut avoir des problèmes pour s'alimenter. Voilà, sur des épreuves qui sont très longues, on titille les plus de 10 heures d'effort, tous les paramètres ont un impact très important et toutes ces choses-là rentrent en compte, et c'est vraiment une course de gestion. Après, bien sûr, il faut que le pilote qui va être capable de gagner une MBRS, il va faire une course de gestion, mais il aura aussi le potentiel pour gagner, potentiel physique, et ça passe par beaucoup d'entraînement et beaucoup de temps d'heures de selle. Merci en tout cas pour l'ensemble de ces précisions, Alexis. Effectivement, être capable de maintenir son rythme, être capable de gérer sa course éventuellement. Urs connaît bien cette course, lui qui l'a déjà gagné 2 fois vainqueur de cette course pour Urs, notamment dans des conditions très difficiles. Il est très certainement en train de gérer sa fin de course, et derrière la bagarre est belle puisqu'on voit
est dans la bagarre pour aller chercher un titre. Pas Pierre qui a porté ce maillot par le passé, Pierre qui ne l'a pas porté très longtemps, Alexis, et on prends la main s'il te plaît au Postcom. Prends la main, parle au Postcom. Ouais. Pas de porter un tel maillot sur les épreuves, porter un maillot tricolore, Alexis. Hein. Oui, il a vraiment pas eu de chance, Pierre, les dernières années, parce que il a eu son maillot en fin de saison. Mais voilà, là, ça semble, en tout cas, il semble bien placé pour pouvoir récupérer son titre cette année. Il reste quand même un peu plus de 30 km, donc il peut encore se passer beaucoup de choses en 30 km. Une défaillance, on n'est pas à l'abri d'une grosse défaillance ou même d'une casse mécanique, donc à suivre, mais ça semble bien engagé. Effectivement, ça semble bien engagé. En tout cas, la bagarre est belle en tête de course. Nous, avant que, bien sûr, les concurrents n'arrivent sur cette ligne d'arrivée version 140 km, on est avec Vincent pour parler de cette MBRS, de l'évolution de la MBRS. Toi qui l'as vu naître, bien sûr, cette MBRS, on le rappelle, 12e édition cette année. Qui aurait pu se douter que la MBRS connaisse un succès aussi immense? Peut-être toi, tu l'avais peut-être au fond de toi dès les débuts. Bah, on en rêvait, c'est vrai que de l'idée initiale à maintenant il y a eu un chemin énorme parcouru par l'ensemble des organisateurs, l'ensemble des bénévoles qui nous ont suivis, les collectivités, enfin on en a tous rêvé. Aujourd'hui, voilà, c'est magnifique, là on va avoir l'arrivée de l'ultime qui est notre nouvelle épreuve, on va la vivre en direct, c'est incroyable. Bon, alors Vincent, il va quand même falloir que tu nous redéfinisses tout cela parce que vous êtes peut-être très nombreux sur Sport en France à découvrir le VTT marathon bien sûr. Une petite définition de ce qu'est la MBRS en quelques mots. La MBRS, c'est une idée folle de faire la course de VTT la plus dure au monde en une journée à la base, 140 km avec plus de 8000 mètres de dénivelé positif et ensuite qu'on a décliné sous différents formats. Tout le monde part sur l'ultra et après possibilité de s'arrêter à 60 km, 100 km ou aller tenter l'aventure à 140 km. Alors 140 km, on le rappelle, c'était l'aventure ultime il y a quelques années. Eh bien on fait plus ultime maintenant encore. Ouais, on nous a dit que c'était trop facile. Donc maintenant, allons sur le plus dur. Non, la MB Ultime, c'est 220 km, 11 000 mètres de dénivelé positif. C'est avant tout un combat contre soi-même. On est allé voir les premiers passer au kilomètre 210 tout à l'heure. Extraordinaire. Enfin voilà, c'est des combattants, c'est des pionniers, c'est des gens incroyables. On le rappelle, la version 140 km est cette année support au championnat de France marathon, une distance inédite pour ces France marathon. Exactement, on s'inscrit comme le championnat de France marathon le plus dur qui n'ait jamais existé. Donc le vainqueur aura des honneurs énormes et on est toujours aussi une manche de Coupe du Monde la plus dure qui n'ait jamais existé. Bon, il faut que tu nous redéfinisses bien sûr pour le grand public qui nous regarde maintenant et qui découvre le VTT, la différence entre le cross-country olympique, cross-country classique, je dirais, qu'on a l'habitude de voir, et les versions marathon. Alors cross-country olympique, on est sur des formats beaucoup plus courts, déjà en kilométrage, inférieur à 50-40 km, sur des circuits de boucle, où on fait plusieurs fois la même boucle, alors que là, sur le marathon, on est sur une course en ligne, c'est-à-dire que les coureurs ne passent pas deux fois sur le même endroit, et sur des distances beaucoup plus longues, avec des difficultés de dénivelé beaucoup plus longues. On va peut-être vivre ensemble d'ailleurs dans quelques secondes l'arrivée de l'ultime. On est là sur plus de 200 km d'effort. Ça veut dire que ça a roulé cette nuit. La nuit était plutôt fraîche. Ouais, la nuit était fraîche, mais elle a été étoilée, elle a été belle. C'est sûr que ça fait 6 semaines qu'on prend des trompes d'eau. Les chemins sont détrempés et le soleil a apparu à un petit clin d'œil, 5 minutes avant le départ de l'ultime hier. Troué dans les nuages. Le soleil est arrivé et il n'est plus reparti. Voilà, et le soleil est toujours là, il brille ici sur Megève à l'occasion de cette édition 2021 de la MBRS. On parlait bien sûr cross-country olympique, on parlait cross-country marathon, on parle aussi descente et descente marathon. Alexis Chenevier qui est avec nous connaît bien la descente marathon type méga avalanche bien sûr parce que c'en est un des spécialistes. Alexis, on le sait, autant en version descente marathon qu'en termes version VTT marathon, la gestion du matériel est un point très très important. Tout est possible jusqu'à 10 km de la ligne, Alexis. Oui, même moins que ça. On peut rater une course à 500 mètres de la ligne. Suffit de, voilà, comme tu l'as dit, le vélo c'est un sport mécanique. Donc il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte. En fait, ça commence déjà par bien choisir son matériel. Quand on vient sur une MB Race, on choisit son vélo, on choisit quel équipement on va mettre dessus, quelle taille de plateau, quel développement on va mettre pour pouvoir aborder la course dans des meilleures conditions. On va aussi choisir quel type de pneus.
pneus, parce qu'on a des pneus boue pour les terrains humides, des pneus un peu plus roulants pour les terrains secs. Après, on a différents types de carcasses. Enfin, il y a plein de possibilités, plein de paramètres qui entrent en compte. Voilà, donc ça commence déjà par bien choisir tout ça, et ensuite en course, l'idée c'est de respecter au maximum son matériel pour qu'il nous emmène au plus loin possible et qu'il nous permette de franchir la ligne d'arrivée. Et voilà, c'est de la gestion, il faut être très propre, il faut choisir ses trajectoires. Voilà, comme tu l'as dit, ça peut être sur une course marathon, mais aussi sur une descente marathon, on a les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'il faut gérer son matériel, sinon on passe pas la ligne d'arrivée. Et voilà, le but toujours, c'est pour être performant, il faut rester sur son vélo et pas être à côté en train de courir, quoi. Voilà. Effectivement, Alexis, il faut jusqu'au bout être capable de rester sur son bike, il faut ménager la mécanique, tout est possible comme vous l'a dit Alexis. C'est bien sûr ce qu'on ne souhaite pas à Urs, qui est actuellement en tête de cette version à 140 km, et dans quelques secondes vous allez peut-être le vivre avec nous, l'arrivée de l'ultime, l'arrivée de la MB Race ultime. J'ai la chance d'avoir avec moi notre présidente du comité Auvergne-Rhône-Alpes, c'est ma présidente d'ailleurs, donc je vais me permettre de la saluer en tant que présidente du comité Auvergne-Rhône-Alpes. On a parlé ensemble des différentes disciplines du VTT, la grande famille du VTT, Christine, là c'en est vraiment le symbole. Et d'ailleurs, on va remercier nos amis de Sport en France qui donnent une fenêtre large cet après-midi au VTT Marathon. La famille du VTT est vraiment une famille très très large. Tout à fait, une famille qui vient de se retrouver. Il y a à peine 6 semaines, on n'avait pas de compétition encore, même si on avait, grâce aux différents projets de loi, réussi à mettre les pilotes assez tôt dehors pour s'entraîner. Et c'est vrai que la compétition, les grands événements de masse nous avaient manqué largement. Ça nous avait tous manqué, on a vu le bonheur des concurrents de se retrouver, les sourires sur les visages. On parle des différentes disciplines du VTT parce que finalement le VTT, ça s'adresse à tous selon ses capacités. On peut être quelqu'un d'explosif, on va faire de la descente ou de l'enduro. On peut être quelqu'un d'endurant, on va faire du marathon. Tout le monde trouve sa place dans la famille du VTT. Alors il y a les capacités physiques et techniques également. Je pense qu'en DH on parle actuellement plus de technique que de capacités physiques, surtout avec les parcours qui ont été proposés depuis le début de la saison, qui étaient soit très humides, soit très techniques, soit très empirés. Mais effectivement le VTT se décline en plein de disciplines, notamment le cross-country, puisqu'on a le cross-country olympique sur des formats qui sont devenus courts, très courts actuellement. Le marathon, donc avec le championnat de France et la MBRS qui se déroule aujourd'hui. Et puis tout un tas de déclinaisons plus ou moins ludiques et techniques. Je pense à l'éliminator qui marche fort, au short track également. Le relais, où l'équipe Auvergne-Rhône-Alpes chez les jeunes est championne de France depuis une petite semaine. J'étais sûr que Christine réussirait à placer le relais, effectivement, l'équipe Auvergne-Rhône-Alpes championne. On parle de toutes les disciplines, aussi des valeurs pédagogiques de notre sport. Le VTT s'adresse aux plus jeunes parce qu'il y a une certaine discipline. Il y a aussi une entraide entre coureurs, il y a des valeurs pédagogiques intéressantes. Oui, tout à fait. Et on a cette force à la Fédération française de cyclisme d'avoir des écoles de VTT très bien structurées et qui ont toutes pris... Christine, je vous interromps juste quelques secondes, je me le permets, restez avec moi Christine, parce qu'on va vivre ensemble l'arrivée de cette ultime, le public qui est en train effectivement de donner de la voix ici dans cette zone d'arrivée. Christine, ça c'est une évolution du VTT aussi, aujourd'hui on fait plus de 200 km à VTT en course, et ça applaudit bien sûr. Ici du côté de la ligne d'arrivée, c'était une version en binôme sur cette MRS ultime, les vainqueurs de cette version ultime en direct avec nous ici pour cette arrivée de la MRS ultime. Plus de 200 km d'effort pour ces deux hommes. Une après-midi de folie, je vous le disais, on va vivre cette MBR ultime, on va vivre la version 140 km également un petit peu plus tard, les championnats de France marathon, mes priorités au direct bien sûr, et cette version ultime avec des sourires sur les visages sur ce podium. Alors Alexis, on a eu des belles victoires, je pense qu'il doit comprendre à quel point on peut avoir le sourire lorsqu'on monte sur un podium à ce niveau-là, Alexis. Ah ouais, ça donne des frissons là de les voir arriver là après leur dure épreuve. Non, c'est une belle image. Ouais, c'est une superbe image que vous nous offrez. Les gars, vous êtes fada, les gars. Vous êtes fada. Mais raconte-nous à quel point c'est bon d'être un fada en VTT pendant plus de 200 km. Ouais, je crois que là on est surtout content d'arriver au bout. Les 50 derniers kilomètres étaient très durs. Moi je suis au bout. Moi je suis au bout, effectivement on ne peut pas sortir intact d'une telle épreuve aujourd'hui, on ne peut pas franchir la ligne d'arrivée en ayant toute la fraîcheur quand on a raidé plus de 200 km. Ah non, c'était une belle aventure, on a passé 26 heures sur le vélo, on est un peu cuit. Ouais, le jaune il est un peu cuit mais c'est pas grave, non?
Le jeune, il est un petit peu cuit après 26 heures. C'est normal, il t'a testé un peu. Ouais, il m'a testé. On s'est encore attaqué dans la dernière bosse. C'est lui qui m'avait proposé de faire la course. Alors, on se connaît depuis longtemps. Donc, il fallait le faire. Bravo à vous, messieurs. Voilà, Alexis, plus de 200 km, plus de 26 heures sur le vélo. Je pense que tu es capable, toi, bien sûr, de situer ce type d'exploit. Hein. Ouais, même plus en détail, 230 km et 11 000 mètres de dénivelé. Enfin, je sais pas si tu te rends compte, mais c'est impressionnant. Et ouais, il garde en bel esprit, c'est franchement super. Ah, effectivement, une superbe image et on va terminer avec Christine. Hein. Merci Christine en tout cas, parce que c'est vrai. Christelle, merci. Christelle, c'est vrai qu'il y avait priorité au direct. Hein. Notre présidente Auvergne-Rhône-Alpes, priorité au direct. Ça nous permet de parler aussi de nos meilleurs Français et Françaises et de nos chances au JO, notamment certains qui sont proches de nous et qu'on connaît bien. On va commencer par les garçons avec Jordan Sarrou, Victor Koretsky. On a moyen d'aller chercher plus qu'une médaille, pourquoi pas un doublé. En tout cas, tout est envisageable fin juillet. Oui, tout à fait. Donc ils sont bientôt dans l'avion. Je crois qu'ils partent dans une dizaine de jours. Jordan, donc, qui a grandi dans la Loire et en Haute-Loire, donc en région Auvergne-Rhône-Alpes, et qui habite toujours sur l'ouest lyonnais. Donc effectivement, on compte sur lui. Il a été champion du monde l'année dernière, c'était pas par hasard, dans des conditions difficiles, mais pas par hasard. Effectivement, tout est possible. Bon, depuis le début de la Coupe du Monde, on a l'impression un peu moins ouvert pour les Français. Mais bon, tout doit être géré et on ne sait jamais. Le parcours d'Izu est particulièrement difficile. Ils ont eux aussi, un peu comme la MBRS, voulu faire le parcours le plus difficile qu'on ait jamais vu dans une épreuve de cross-country. On sait qu'il est particulièrement empierré, donc les incidents mécaniques vont jouer aussi. Donc tout est possible chez les hommes et j'espère que tout n'est pas possible chez les femmes parce que les deux favorites sont françaises et en particulier Loana Lecomte qui a gagné, on dit 4 Coupes du Monde d'affilée, en fait c'est 5 puisqu'elle avait gagné la dernière à Nové Mesto en République tchèque et c'est vrai que Loana gère exceptionnellement bien malgré son jeune âge. Elle a un environnement technique et équipe, team et club qui est extrêmement sain et ouais, on compte vraiment sur elle. Quoi. Et puis l'expérience de Pauline Ferrand-Prévot, ça aussi ça peut faire la différence parce qu'on sait qu'elle sera présente le jour J. C'est aussi l'expérience des grandes championnes. Ah oui, tout à fait. Alors si nous ce qu'on souhaite c'est 1 et 2 pour la France. Après, je sais pas, alors, je suis rémoise, alors je serais tentée de dire que ce soit Pauline. Et puis on a vu grandir ici en Auvergne-Rhône-Alpes Loana, donc on espère que ce sera Loana. Peu importe effectivement, mais les deux femmes arrivent avec des états de forme et des passifs sur la saison 2021 qui sont complètement différents. Donc là encore, ça peut faire à ce qu'on attend chez les hommes un résultat un peu différent. Mais voilà, moi je croise tous les doigts que j'ai pour Loana quand même. Et on croise les doigts, pourquoi pas pour 2 podiums, 2 doublés. Ce serait énorme pour le VTT français. En tout cas, on le rappelle, eh bien, en France, on a la chance d'avoir des concurrentes et des concurrents au plus haut niveau international. Alexis, hein, tu es bien placé pour le savoir. Non seulement c'est le plus haut niveau national, mais c'est le plus haut niveau international avec les concurrents qu'on a avec nous. Hein. Oui, on a un très gros niveau en France et ça montre qu'on est quand même une nation qui est très portée sur le cyclisme et ça fait plaisir. Voilà, voyons comment ça évolue dans les prochaines épreuves des JO, mais en tout cas, ouais, c'est en bonne voie avec Loana, avec Pauline, avec Victor, Jordan. Je leur souhaite tous, j'espère qu'ils vont monter sur la plus haute marge du podium. Alors, ils pourront pas tous monter, mais voilà, j'espère que ça va le faire et je sais qu'il y a un staff français qui est derrière eux, qui sont là aux petits oignons pour rouler tous les détails et donc ça devrait bien se passer. Ouais, donc là on voit l'image de tête de course. Donc toujours Ursubert qui est en tête. Il semble pour le moment intouchable, donc c'est comme on l'a dit tout à l'heure, maintenant pour lui ça va être de gérer, de bien s'alimenter pour éviter que ça rentre. Après Ursubert il a quand même une grande expérience de la course, donc c'est pas à lui qu'on va lui apprendre comment faut s'alimenter. Je pense qu'il sait totalement ce qu'il fait et ça semble quand même bien joué pour lui, ça semble ok pour lui pour aller jusqu'au bout, il n'y a pas de problème pour ça. Moi j'ai l'impression qu'il est en gestion Ursubert depuis le passage du 70e Alexis. Hein. Je sais pas si en les gestion, mais en tout cas ouais, je pense qu'il sait très bien ce qu'il fait, il connaît très bien la course et il sait ce qu'il faut pas faire et voilà, je pense qu'il va en tirer toute l'expérience pour encore gagner une fois aujourd'hui ici.
Alors là on le voit sur certaines zones, ça monte à 10-15%. Là on est sur un chemin relativement 4x4 forestier, mais on le rappelle que monter à 10-15% dans les rochers et là les choses se compliquent sacrément. Ouais, puis ça peut aller au-delà de 15%. C'est là où je disais justement, quand on veut se préparer pour l'MB Race, il faut bien choisir son matériel et il faut justement pas venir avec des développements trop gros parce que ce qui pourrait nous empêcher de passer dans des passages très raides. Voilà, je pense que Urs Hubert c'est quelqu'un c'est un pilote qui est très puissant, donc il doit rouler avec des gros développements. Je pense que lui ça le fait pas peur de monter dans du 20%, mais après voilà, comme tu l'as dit, tout dépend l'état du terrain, ça peut être très rocailleux, donc là on va vraiment jouer avec le vélo pour chercher la motricité et essayer d'être le plus efficace possible. Alors c'est vrai que ça écrase un petit peu, forcément la caméra écrase un petit peu, mais vous l'avez vu c'était très pentu et derrière on s'accroche dans la roue des premiers, là on est bien sûr pas sur le même type de profil, on voit que c'est un profil un petit peu moins montant, on arrive à enrouler, mais ça pédale encore bien rond, Alexis, on le voit, il y a un joli rythme de pédalage. Oui, ça tourne encore bien les jambes. Alors on voit que le corps est moins groupé, on voit qu'il y a quelques petits mouvements parasites, donc on se rend compte que voilà, l'effort a déjà, enfin la course a déjà fait son œuvre entre guillemets. Il y a déjà de la fatigue qui apparaît, mais globalement non, les pilotes devant sont encore en très bonne forme et ils gèrent. Je pense que tous ceux qui sont dans les 10 actuellement, ils sont très bien placés pour aller jusqu'au bout. Effectivement, le top 1 avec Urs Hubert, voilà, à l'image là maintenant avec Yuri Ragnoli qui vient s'intercaler entre les Français et Urs Hubert. Urs Hubert, il s'est retourné une ou deux reprises. Urs peut-être pas très serein. On rappelle un moment important, il n'a pas oublié de bien se réhydrater et de boire, notamment sur les parties ascendantes un peu plus tranquilles. Il fait chaud actuellement ici sur Megève. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait aussi chaud, ce sera important, bien se réhydrater. Ah oui, alors on a un peu une chance, c'est qu'il fait pas trop chaud non plus, parce que la MB Race sous des fortes chaleurs, là, ça peut vraiment devenir problématique. Là aujourd'hui il fait chaud mais pas non plus énormément, mais voilà, comme tu l'as dit, l'alimentation, l'hydratation, c'est des choses très importantes et sur des épreuves aussi longues que ça peut être parfois difficile. C'est là où les pilotes devant, les pros, ils ont l'habitude de ça, ils savent quel produit il faut prendre. Quand je dis produit, quelle source d'alimentation, voilà, quelle source de réhydratation. On rappelle qu'il faut recharger un sel minéraux. On a là le duo Urs Hubert avec Pierre Billot. Pierre Billot, on le disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il a vraiment très envie de récupérer cette unique tricolore. Ah bah oui, puis c'est sûr, et puis il va y aller, c'est sûr, c'est clair. Moi je le sens, je suis confiant. Pour moi ça fait partie du favori. Allez, avec sur cette partie très technique, très ascendante pour Urs, on le voit là ça pousse, ça fait pas semblant, alors on n'a pas le pourcentage exact, mais ça doit taper. Là c'est raide, là on voit qu'il... on a l'impression qu'il est tout à gauche, on a du mal à voir, mais je pense qu'il est bien tout à gauche. Quand on dit tout à gauche, c'est qu'il a le développement minimum, c'est-à-dire que c'est le plus facile possible pour lui, et on voit qu'il pioche quand même, donc on est sur des forts pourcentages. Voilà, tout à gauche, c'est bien sûr que votre chaîne est placée tout à gauche, petit devant pour ceux qui ne sont pas monoplateau, et puis derrière bien sûr le plus gros développement qui va vous permettre d'entraîner le plus facilement la roue arrière. Donc tout à gauche, piocher c'est bien sûr quand on balance des épaules, on pioche quand on est fatigué, ou on pioche quand on s'appelle Urs Hubert et quand on est dans une portion comme ça, parce que là sur cette portion là on l'explique bien à tout le monde, enfin pas toi, mais nous on est tous à pied, nous on pousse. Alors, surtout après 120 km là en général on est quand même... Et nous on n'est pas là. Très bien. On n'est pas là, Alexis. Après 120 km on est devant notre télé comme vous êtes en train de le faire. En tout cas merci à vous qui nous suivez sur Sport en France, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages et des petits clins d'œil sur les réseaux. On est très heureux que Sport en France bien nous offre et nous permette d'avoir cette fenêtre pour vous permettre de suivre du VTT marathon en France à l'occasion de ces championnats de France marathon, puisqu'on vous le rappelle, la MB Race est le lieu de ces championnats de France. Pour Pierre Billot, il est extrêmement impressionnant, Alexis, sur cette zone de course. On est au-delà du 100e kilomètre, extrêmement impressionnant parce qu'on a vraiment l'impression qu'il est dans le rythme depuis quelques minutes maintenant et qu'il ne faiblit pas. Il garde une bonne fluidité, non, c'est bon signe pour aller au bout. Et je pense que, voilà, comme on l'a dit avant, il va pas aller chercher à vouloir rattraper Urs. Je pense qu'il sait que de toute manière ça sert à rien. Il va vraiment se focaliser sur son
son titre de champion de France. Là on voit que ça monte très, très fortement. Là on est sur vraiment des très très fort. Là il est toujours sur le vélo. Urs, la caméra s'attarde un peu et Urs aussi s'est attardé derrière lui. Peut-être que la suite et notamment Yuri Ragnoli est peut-être à proximité. On vous rappelle qu'on a décidé de placer une caméra sur Urs Rubert, la tête de course. Yuri Ragnoli en 2 à 4 minutes, donc il y a quand même un petit écart, hein. Ça m'étonnerait que Urs puisse l'apercevoir. Pierre Billot qui mène la danse côté français. Axel Rudil-Contina est dans la bagarre aussi à 5 minutes seulement de Pierre Billot. Oliver Zurbrugge, on le connaît, c'est un habitué de ce type d'épreuve, le Suisse habitué au raid VTT notamment longue distance, déjà distancé, déjà 20 minutes. Quand tu mets 20 minutes à Oliver Zurbrugge, Alexis, quand même. Ah non, ça roule devant, ils sont pas là pour enfiler des perles, on va dire ça comme ça. Non, ils se regardent pas et non, sur des courses comme ça, de toute manière, c'est compliqué de rester en groupe, donc chacun prend son rythme et après ça s'étale petit à petit. Et Urs Rubert qui est obligé de se mettre en danseuse, vous le savez, en VTT. Alors on évite ce genre de moment puisqu'on perd bien sûr derrière de la propulsion sur la roue arrière et du contact. La caméra voilà, qui est juste en dessous parce que je pense que Yuri Ragnoli est juste au-dessous de lui au niveau du lacet. Je sens pas Urs Rubert relativement serein sur non, il n'a pas l'air très en confiance, comme tu le disais, il se retourne régulièrement. Alors après, c'est toujours le problème quand on est en tête, on n'a pas les écarts. Enfin, il n'y a personne qui est devant pour nous dire les écarts. L'ardoise magique, ouais. Voilà, exactement. Donc on cherche, on regarde derrière si on voit un indice pour savoir si on est bien, pas bien. Voilà. Mais en général, quand on se retourne, c'est qu'on sent que ça commence à être compliqué et on est moins confiant. On est moins confiant. Urs Rubert, là sur une zone un peu plus plate, il est en train de dérouler un petit peu les jambes. Voilà, il essaye de relancer Urs Rubert, mais on sent que c'est pas fluide, Alexis, quand même. Oui, bon, après il faut se méfier, hein, c'est quand même un grand gabarit qui emmène beaucoup de braquets, donc on a l'impression qu'il va pas vite, mais en fait ça va vite. Peut-être du très très gros. Effectivement, Alexis, c'est peut-être il emmène un peu de braquets et du coup voilà, on a moins cette visibilité, fluidité par rapport à Pierre Billot par exemple, là où on voit qu'il tourne un peu plus les jambes, mais ça va très vite parce qu'il emmène plus gros. Il doit emmener du plus gros. Alors plus gros, c'est bien sûr qu'il emmène un plus gros développement, donc à chaque coup de pédale, il parcourt plus de mètres, mais en même temps c'est plus difficile de pousser sur les pédales. D'ailleurs tiens Alexis, la question toute bête, c'est la question de quelqu'un qui débute. Est-ce que c'est plus intéressant pour moi de mouliner, c'est-à-dire de me mettre sur du petit, ou est-ce que je vais me mettre dans le dur comme un Urs Rubert par exemple? Non, il faut mouliner, c'est ce qu'on nous apprend aux écoles de vélo, hein. Il faut commencer par mouliner et puis petit à petit on va commencer à emmener un peu plus de bracasse. Quand ça veut dire emmener de bracasse, on va mettre un peu plus de puissance, c'est-à-dire qu'on va emmener plus gros pour développer la puissance qu'on appelle la puissance et avoir plus de force et pour être plus rapide sur le vélo. Alors là ce qui est intéressant, c'est qu'on voit Pierre Billot dans la même zone à peu près approximativement qu'on avait vu Urs Rubert tout à l'heure pour Pierre Billot, et on voit que c'est dur pour tout le monde. Tout à l'heure Urs nous paraissait un peu planté, et bien Pierre Billot qui avait un gros rythme avant sur une plus faible déclivité, là aussi il est planté, là aussi c'est dur pour tout le monde. On est sur les mêmes paramètres de vitesse, je pense que y a Urs fait son bonhomme de chemin devant et pour le moment semble pas trop inquiété quand même. Effectivement, avec Pierre qui est donc dans cette zone compliquée. Je vous rappelle qu'entre ces deux hommes, on retrouve Yuri Ragnoli, mais on est là bien sûr pour Pierre Billot avec la tête de course du championnat de France marathon. On vous rappelle que bien sûr pour être champion de France marathon il faut être français, c'est une évidence, c'est toujours bon à le rappeler. Ce ne sera peut-être pas le premier sur la ligne, mais en tout cas il sera champion de France s'il est le premier à la franchir en tant que français. Voilà. C'est le cas en VTT, voilà, c'est le cas en VTT, c'est le cas aussi en natation parfois sur certaines épreuves. C'est une des caractéristiques bien sûr de ce VTT marathon et de ces épreuves marathon. On rappelle aussi que les meilleurs français font aussi partie, Alexis, des meilleurs internationaux. Ah oui, mais comme c'est la même chose que Christelle disait tout à l'heure, hein, c'est qu'on a un top niveau mondial en France, que ce soit en cross-country olympique mais aussi en marathon, pour aller truster les premières places en Coupe du Monde. Et vous voyez là c'est dur, hein. C'est dur pour Pierre, la pioche est alliée. Ça zigzague forcément un petit peu, mais moins que nous dans cette même zone, hein. On serait monté en crapaud à cet endroit-là. Pierre, il a quand même encore suffisamment de jus pour relancer, Alexis, hein. Oui, non mais il sait très bien ce qu'il fait. Je pense que voilà, il a géré, il en garde encore pour pouvoir finir dans de bonnes conditions et voilà, là il est dans une situation de gestion. Il sait qu'il a quelques minutes d'avance sur Axel, donc il est plutôt tranquille. Et notre motard justement qui va partir à la poursuite de celui qui vient compléter ce classement, ce superbe plan d'Urs Rubert, la superbe plan dans des paysages extraordinaires, bien sûr tout autour de ce superbe massif,
ce Mont Blanc et regardez les écarts derrière avec certains pilotes, certains concurrents qui sont à pied, version ultime pour certains, me semble-t-il ici, plaque verte en tout cas. Tout le monde est dans le dur, Alexis, on ne peut pas faire une MB Race en roulant à l'économie. Non, 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 que ce soit devant ou derrière, on fait tous notre course et quel que soit notre niveau, on bave tous. Que voilà, il y en a qui, certains ils vont dire oui mais devant ils sont faciles. Non, non, devant ils sont au même niveau de souffrance que derrière, c'est juste qu'ils vont pas à la même vitesse et voilà, faut bien le rappeler. Effectivement, ça c'est la caractéristique, qu'on soit devant ou derrière. Vous êtes parfois derrière, pour certains d'entre vous qui nous regardez, vous êtes en souffrance, et bien sachez que devant, tout le monde souffre, tout le monde laisse du jus après 100 km de course. On va pas le souhaiter, Alexis, mais tout est possible en cette fin de course. On parlait de défaillance mécanique, il peut y avoir des grosses défaillances physiques aussi, des gros coups de fin de rêve, des coups de moins bien, c'est à surveiller. Oui, là, et puis plus on va vers la fin de course, plus les défaillances physiques peuvent arriver. Technique aussi, mais voilà. On s'approche de la fin, il reste, on a déjà bien puisé dans nos réserves et donc là pour le coup une défaillance mentale, c'est vite fait aussi de craquer dans la tête et de dire non mais j'en peux plus et de lâcher là. C'est vraiment c'est le cycliste et il y a beaucoup une part de mental et dans la tête ça joue beaucoup de vouloir aller au bout et si on craque dans la tête c'est vite fait de craquer complètement, mettre le clignotant et de rentrer. Et mettre le clignotant, effectivement, ça veut dire bâcher, rentrer à la maison. Ça c'est le tracé, bien sûr, un passage ici dans cette zone d'arrivée version 70 km bien sûr, et les concurrents qui souhaitaient continuer sur la version 140 et qui étaient dans la barrière horaire, on vous expliquera dans quelques minutes ce fonctionnement de la barrière horaire, bien sont repartis du côté du Montjoux, d'Avenat, Mont d'Arbois, on est là au 90e kilomètre, on retrouve les concurrents sur cette zone un peu plus plate, voilà, pour la relance sur Subert, Pierre Billot dans ces zones du côté du cordon 1000 mètres et puis là bien sûr le chalet de l'Avenat, ça montait très raide jusqu'à 1800 mètres, 1750 mètres d'altitude avant de redescendre après la grande rare sur ce superbe chemin de crête. On est là sur des paysages magnifiques, alors c'est vrai qu'on est sur du mapping mais on n'oubliera pas tout autour c'est un paysage absolument fabuleux, c'est une terre de VTT. C'est magnifique et là on voit clairement qu'on fait le tour du territoire entre guillemets de Megève et Combloux et tous ses environs, donc ouais, ça fait un beau panel de chemin pour tous les concurrents, c'est magique. On le rappelle, il y a aussi un choix, faire la version 70, faire la version 140. Alors tu souris Alexis parce que toi tu as souvent fait le choix du 70. Pour aller sur cette version 140, il faut être plus qu'un concurrent expérimenté, il faut en plus être bien préparé pendant des mois et des mois. La MB Race demande une préparation. Oui, c'est pas la semaine avant où on va dire je veux faire la MB Race 140, ça demande un peu de préparation et oui, je rigolais parce que la MB Race offre la possibilité de partir sur un départ commun et de bifurquer selon notre envie, selon 70, 100 ou 140. Et en fait, selon dans quel état on est physique, c'est très facile d'être parti pour le 140 et puis de dire non mais 70 ça suffit et je bifurque sur 70 et du coup mentalement ça demande un petit effort pour dire allez je continue sur le 100. On va en parler avec Vincent, oui mais ça c'est vrai que c'est piégeux, c'est quand même vicieux un petit peu quelque part parce qu'on passe à côté de cette ligne d'arrivée des 70. Si on est un petit peu fragile mentalement, Alexis, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à lâcher le bois à cet endroit là. Et oui, on voit notre famille qui est là, le ravitaillement, on n'a qu'une envie, c'est de s'arrêter. Mais non, il faut en mettre, allez, on part sur le 140 ou le 100. Une petite précision à l'écran tout à l'heure, vous avez vu deux VTTistes de l'Ultime, c'est tout simplement le top 2 de ce qui se fait de mieux sur l'Ultime, des riders qui sont à plus de 230 km de bike aujourd'hui, après avoir passé la nuit, une nuit relativement calme, on va quand même le dire, ça c'était plutôt bien, la nuit a été fraîche mais elle a été relativement tranquille, il n'a pas plu cette nuit du côté du massif et ça c'est plutôt bien quand on est dehors, on va le dire aussi Alexis, quand tu es dehors qui fait 5 degrés et qu'en plus il pleut des trompes d'eau, tout devient dantesque et tout devient très compliqué. Oui, et tout devient usant en fait, même voilà la nuit le corps n'est pas habitué à produire un effort, donc on va consommer plus d'énergie, on va devoir plus manger, on va devoir compenser tout ça par quelque chose et ça va épuiser le corps petit à petit et ça rend la course encore plus difficile. On suit bien sûr toujours la tête de course, on vous le rappelle, Ursubert qui pour le moment est en démonstration du côté de cette MB Race et puis derrière pour ce qui est des Français, eh bien Pierre Billot pourrait aller chercher là une nouvelle fois un maillot
de champion de France, mais tout est encore possible dans ce classement des meilleurs Français marathon. On vous rappelle la victoire bien sûr de Léna Géraud, c'était un petit peu plus tôt au cours de cette journée. On parle là bien sûr de la course féminine, et puis vous suivez également et on suit également la course ultime, c'est-à-dire ses concurrents qui en terminent après 2 jours de course. Quelque chose d'intéressant, Alexis, c'est la course en binôme. Ça demande aussi bien sûr de bien s'entendre, ça demande des aptitudes particulières. C'est intéressant aussi ça. Ouais, je dirais que c'est difficile même. Non, il faut trouver le bon partenaire. Sans l'expérience personnelle, Alexis. Il faut trouver le bon partenaire, et comme tu l'as dit, si ça se passe mal, il faut que ça se passe bien. On est dans ces épreuves qui sont longues, on va passer par tous les états physiques et mentaux, et il suffit qu'il n'y ait une petite personne qui craque, ça peut être la catastrophe pour tout l'ensemble. Effectivement, et rouler à 2, eh bien ça n'est pas pareil, le binôme aide. En course c'est intéressant aussi peut-être, Alexis, même si on est sur une course individuelle, parfois de partager, d'être 2 à certains moments. Oui, non, mais en course, dès qu'on peut être à plusieurs, surtout sur les parties roulantes, c'est essentiel, ça permet d'être dans les roues, on a le phénomène de l'air, du frottement avec l'air, donc on va chercher à être plus aéro. Donc quand on est en groupe, c'est la même chose qu'en vélo de route, on va gagner quelques on va dire quelques watts d'effort, et ça permet un peu de réduire notre effort. Donc voilà, on cherche au maximum d'être en groupe. Après, dès qu'on est sur des parties techniques, là il faut mieux être tout seul pour choisir sa trajectoire. Et on l'a vu sur ces images Revival, on retournait à 10 ans en arrière, plus de 10 ans en arrière. Tu n'étais pas né, Alexis, donc ne regarde pas. Si, on me voit là. Je suis là. voilà, Alexis, celle-là, ces images bien sûr forcément elles te parlent. Oui, c'était la première épreuve donc de la MB Race, première édition. On était plus bas dans la vallée, on arrivait à Salanches, mais c'était déjà une belle épreuve. Et on a vu le plaisir de franchir une ligne d'arrivée en l'emportant. 2011, la seconde année de la MB Race, avec une première année sur la version longue et un finisher à l'arrivée. Ça aussi, ça construit le mythe, Alexis, quand on a une épreuve où on a un finisher, 2 finishers, 5 finishers. Oui, en effet, première édition, un seul finisher. Alors il y a eu des conditions météo qui avaient obligé à annuler la course, tout simplement, pas annuler, mais à réduire les personnes à l'arrivée. Donc ce qui avait fait qu'il n'y avait que Frédéric Fraîche qui avait pu franchir l'arrivée. Donc oui, ça construit le mythe. Derrière, tout le monde se dit waouh, quelle course, qu'est-ce que ça doit être dur. Et en effet, oui, c'est dur. Effectivement, c'est dur. On continue à ouvrir le beau livre de cette MB Race avec ces départs. C'est toujours un moment particulier aussi, ce départ au petit matin. Il y a une ambiance particulière sur cette épreuve. Il y a toujours une ambiance particulière au petit matin. Il y a un peu de tension, hein. On sait qu'on va quand même passer un bon moment de la journée sur le vélo, et pour certains, leur objectif c'est simplement d'aller au bout, mais pour d'autres c'est la victoire. Donc oui, il y a de la tension, et on se demande quand même comment ça va se passer. On s'est préparé pour cette épreuve, mais le jour J, on peut très bien faire face à une défaillance. Donc c'est toute cette tension-là qui est palpable sur le départ. Et ce qu'il y a de bien, c'est que tous les concurrents sont dans le même état d'esprit, et ça donne une ambiance particulière. On a reconnu Manu Morel sur les images il y a quelques secondes. Manu Morel, il y a quelques années, qui était un habitué de ce type d'épreuves longues, mais également des raids VTT. On est là un petit peu sur le même type d'effort. Les images de ce matin, elles sont fabuleuses. Ces images, il faisait nuit encore quand les concurrents sont rentrés dans la boîte à 5h15. Ouais, c'était petit crépuscule. Non, ça donne des frissons. Ouais, ça donne des frissons, et puis surtout une masse, vous le voyez, de concurrentes et de concurrents qui ont pris le départ. Ils sont plus de 2500 sur les épreuves en totalité à concourir ici, et vous le voyez, cette masse de concurrentes et de concurrents qui s'était lancée. D'ailleurs, Pescar neutralisé sur 500 mètres environ sur les premiers hectomètres de l'épreuve, vous le voyez, neutralisé. Et Ursubert, il était déjà en tête. Max Saonit, on l'a distingué avec son maillot rose au second plan. Ursubert, il avait déjà pris la direction des opérations. Ouais, il semblait confiant, non mais voilà, c'est un grand pilote. Il a déjà démontré par le passé qu'il était capable de gagner facilement. Donc voilà, je pense qu'il vient pour la gagne, et il va tout mettre en œuvre pour y arriver. Avec Ursubert, justement, ce matin, on l'a rencontré avant le départ, et il nous confiait ses impressions justement avant son départ.
I'm looking forward for the MB race tomorrow. I think it will be a really tough race because, first of all, the long distance with lots of climbing and also the weather conditions the last few days make it not easier. So I think yeah, it will be really tough for everyone and challenging. It's my goal to win tomorrow, but it will be not easy. I think many strong riders are here. But I won it already 2 times, and for sure I will try to win the 3rd time, and that's my big goal for tomorrow. Quand un pilote, quand un concurrent te dit c'est mon objectif de gagner demain, je sais qu'ils sont forts, mais c'est mon objectif, c'est qu'on peut mettre sacrément une piécette sur. Ouais, il a annoncé la couleur hier. Bon, il dit quand même qu'il a un peu peur des autres concurrents, mais ouais, on le sent globalement confiant. Oui, on le sent. Il y a de l'humilité, bien sûr. Hein. Il est obligé de faire preuve d'un peu d'humilité, mais on l'a senti très très confiant à l'occasion de ces interviews. On a eu quelques mots également de la plupart des concurrents français, hein, dont Pierre Billot qui est actuellement en tête sur la version champion de France marathon. Pierre qui est dans le top 3 de ce qui se fait de mieux cet après-midi sur la MB Race. Pierre Billot, tu le connais bien. C'est un concurrent, j'allais dire, très besogneux, travailleur. Il est appliqué, Pierre, quand il y a un objectif à aller chercher, il est capable de le construire. Oui, bah c'est un champion. Hein. Quand on a un objectif en tête, on va tout mettre en œuvre pour y arriver. Et voilà, ça fait partie je dirais pas du bagage d'un grand champion, mais les grands champions, on les remarque comme ça. C'est focaliser sur un objectif et être très carré pour y arriver. Donc oui, c'est un grand pilote. Avec certains concurrents français qui auront le même objectif, celui d'aller chercher le maillot. Pierre était avec nous ce matin, juste avant le départ. Donc bonjour, Billot Pierre. Donc, je suis vendéen à la base, maintenant je suis expatrié en Isère, mais je suis spécialiste du marathon. Donc ça fait maintenant 5-6 ans que je fais du vélo et à haut niveau, parce que je participe essentiellement à toutes les Coupes du Monde en marathon. Ma première édition c'était en 2019, parce que 2020 il n'y en a pas eu, donc ouais, c'est ma 2e édition. Il y a 2 ans, quand je l'ai faite, je me suis dit que je la referai jamais, parce que c'est très dur, c'est long, et ouais, c'est vraiment hard, et quand on est dedans, on a juste envie de balancer le vélo, mais après on se souvient que des meilleurs moments, et puis au final une semaine après on se dit que c'était bien et qu'on reviendra, mais là en plus c'est le support du championnat de France, donc c'est obligé, il faut la faire. Donc en 2019 c'était sur le sec, c'était compliqué, et là en vue des conditions qu'il y a eu les 2-3 jours, j'ai fait une petite partie du circuit, c'est très 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 gras, donc ça va être très dur, et je pense qu'il n'y aura pas grand monde qui sera là au rendez-vous sur le 140 à franchir la ligne demain. Donc il va falloir se gérer soit physiquement et aussi au niveau du matos, parce que ça va être les vélos vont prendre, et ouais, ça va être un gros chantier demain, et ça va jouer à la pédale, et ça sera le meilleur qui sera devant demain, c'est sûr. Le maillot je l'ai eu en 2019, je l'ai perdu en 2020 sur une année un peu, on va dire, bizarre. Forcément c'est d'être devant. Après demain c'est une bataille contre soi-même, hein. C'est pas forcément contre ses concurrents qu'on va se battre. Donc il faudra être dans un gros jour, parce que voilà, ils sont là pour ça aussi. Donc moi j'ai essayé de faire ce qu'il fallait pour être en forme, je pense l'être. Donc faudra être dans un bon jour, et il faudra que tous les paramètres soient de mon côté pour demain l'issue soit belle. Donc ouais, c'est vrai que la MB c'est une course très très particulière, c'est un ultra, donc il faut rien laisser au hasard, que ce soit physique, mais aussi surtout le matos, le vélo, faut qu'il soit irréprochable, et aussi là il y a une grosse part du gain, enfin je veux dire qui va aider énormément à performer demain, c'est la logistique, c'est des suiveurs. Voilà, c'est ultra important d'avoir des personnes qui sont là pour nous assister, pour nous ravitailler, parce que demain ça va être long et c'est usant, et il va falloir bien s'alimenter. Et moi personnellement j'ai la chance d'avoir deux groupes de suiveurs qui vont pouvoir se rendre au ravitaillement, parce qu'en plus c'est pas simple à y aller. Donc voilà, ça aussi c'est primordial, il faut bien tout caler, tout bien s'organiser pour que tout se déroule comme prévu, et qu'il y ait du monde en zone, et pour pouvoir être assisté, parce que voilà, ça va être dur, et il faut rien laisser au hasard. Donc là ouais, c'est sûr que le terrain est ultra gras, c'est pas roulant du tout. Donc là il y a 2 ans je l'avais fait en semi-rigide, et
ça s'était bien passé. Là, cette année, j'ai fait le choix du tout mou parce que c'est vrai que le confort je pense, va être important, là, surtout en fin de course. Donc, tout suspendu et après, bien sûr, un train de pneus gras parce que vu les conditions que ça va être, on va essayer de maximiser le rendement. Et oui, après, je suis en 32. Il y a 2 ans, j'étais en 34. Je l'avais payé un peu sur la fin. Donc là, j'ai pas fait le caïd, j'ai mis le 32 tout simplement. Parce que je pense que sur la fin de course, je serais content d'avoir un rapport un peu moindre pour pouvoir un peu plus mouliner et pouvoir m'éviter de me finir à pied comme je l'avais fait en 2019. Voilà, et bien là ça va être le boulot d'Alexis. Alexis, un 32 dents, un 34 dents, quand est-ce que j'envoie du 34? Quand est-ce que je me réserve sur du 32? Ouais, il donne beaucoup d'infos techniques, c'est super intéressant. Alors quand on parle 32, 34, c'est la taille du plateau. Aujourd'hui sur les VTT, on n'est plus avec 3 ou 2 plateaux, on n'en met plus qu'un. L'intérêt c'est que du coup on simplifie beaucoup le vélo, on a un vélo qui est plus léger et on n'a plus de problème de déraillement non plus. Et donc voilà, quand il parle de 32, 34, c'est le nombre de dents qu'il y a sur son plateau. Donc pour une épreuve, après tout dépend de quelle puissance on est quand on se connaît, mais pour une épreuve type la race, on va chercher à être facile en montée, mais également à être en descente, à pas trop mouliner. Donc voilà, il faut trouver le bon compromis. Donc là, il a fait le choix de prendre un 32. Comme il disait, il avait choisi un 34 il y a quelques années, je crois que c'était en 2019. Il avait choisi de prendre un 34 et il avait eu quelques problèmes en fin de course où il était un peu cuit et du coup il avait dû finir à pied. Là, en partant sur un 32, il pense être un peu plus facile et pouvoir se permettre de mouliner un peu plus dans certaines montées, ce qui devrait être mieux pour lui en fin de course. Voilà. Et également celles et ceux qui aident les pilotes dans les zones d'assistance technique qui eux aussi font leur course, ils suivent les pilotes bien sûr et on le rappelle, les concurrents ne peuvent être assistés que dans ces zones techniques. Oui, voilà, ouais, on voit que rien n'est laissé au hasard. Je pense que quand on veut viser la victoire pour la MBRS et encore plus pour le titre de champion de France, voilà, rien n'est laissé au hasard. Donc il y a un staff derrière lui qui va être là sur les zones techniques avec ses bidons de ravitaillement, ses barres énergétiques pour manger et éventuellement avec une paire de roues au cas où il y a une défaillance technique, c'est-à-dire il peut une crevaison ou un bris de chaîne. Voilà, il y a du monde derrière pour le secourir au cas où. Effectivement, se mettre à l'abri d'une défaillance technique, ce qu'on ne souhaite pas bien sûr à Urs-Hubert, on vous le rappelle, en tête bien sûr de cette MBRS actuellement. Je suis avec Stéphane Picot, Stéphane bien sûr ancien président de la MBRS. Un petit mot d'abord sur la performance qu'est en train de réaliser Urs à l'heure actuelle. Urs fait une course dantesque. Il a accroché son nom au palmarès 2 fois. Il a un petit peu en travers cette dernière édition où il n'a pas pu se hisser sur la plus haute marche. Donc là, il a mis le cerveau en mode à l'envers et je pense qu'il sera inarrêtable aujourd'hui. Effectivement, on l'avait entendu ce matin dans l'interview, on avait vraiment l'impression que celle-là, il voulait l'inscrire à son palmarès, ce sera un 3e succès pour Urs, mais on n'est bien sûr pas sur cette ligne d'arrivée parce que tu es co-créateur de l'événement et cette course, tu l'as voulu surprenante jusqu'au bout. On ne choisit pas de créer une course de plus de 100 km par hasard. Non, tout à fait, il y a une dimension, en fait, il y a 2 courses. Il y a la course pour les premiers. Et puis il y a toute cette masse derrière qui court non pas pour faire un chronomètre, mais pour finir, pour se dépasser. Cette notion de dépassement où parfois les gens comprennent pas bien, mais il y a un vrai plaisir à se faire mal. On est un petit peu maso, mais il y a un vrai plaisir à se faire mal, à aller chercher très loin des ressources qu'on a au fond de soi, de se sentir quelque part aussi vivant. On se sent jamais aussi vivant en osmose un peu avec les éléments. Ils vont se dire mais il est complètement perché celui-là, mais je pense que ceux qui ont pratiqué le sport ultra, le sport d'endurance,